Alors donc, quand on observe cette carte, on se rend compte également l'existence de plusieurs fronts, hein. Les fronts sont distingués par les lignes de pointillés que vous voyez d'après la légende. Alors on a ce qu'on appelle le front du nord-est de la France, hein, où s'opposent les armées franco-britanniques contre les armées allemandes. Vous avez également le front de l'Est entre l'Allemagne et la Russie, c'est-à-dire que l'Allemagne se bat sur deux fronts. Et puis vous avez comme front principal, hein, après ce qu'on appelle le front méditerranéen, donc qui comporte le sud de l'Europe, hein. On se bat également au sein de la mer Méditerranée, puisque l'Empire ottoman a rejoint également les empires centraux de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. On se bat également dès le début dans les colonies, hein. Vous voyez que ici, par exemple, nous avons une Libye italienne, une Afrique du Nord française. L'Égypte faisait partie était un protectorat anglais depuis 1882. Donc on se bat dans les colonies, on se bat en Afrique noire, hein. Alors évidemment, ce ne sont pas des grandes batailles comme Verdun à coups de millions de soldats, hein. C'est parfois quelques centaines de soldats européens additionnés à des supplétifs locaux, mais on se bat dans les colonies. Et puis on se bat également sur mer, notamment dans la mer du Nord et l'Atlantique, où la marine britannique, hein, réalise un véritable blocus contre l'Allemagne, c'est-à-dire pour freiner le commerce maritime et asphyxier en quelque sorte l'Allemagne, ce qui fait que les Allemands utiliseront des sous-marins, notamment pour couler des navires dès cette Première Guerre mondiale. Donc on est vraiment dans une guerre industrielle extrêmement moderne et qui vous parle. Alors ici, vous avez quelques illustrations, hein, qui vous montrent. Donc ici, nous avons une gravure, hein, et puis en dessous, la reproduction d'une photographie qui vous illustre, par exemple, la tenue que portaient les troupes françaises en août 1914, hein. Donc une tenue qui n'est pas du tout adaptée à la guerre, hein. Vous remarquez ici les Allemands qui portent le fameux casque à pointe et qui ont une tenue vert de gris, hein, qui permet de se confondre avec le paysage, alors que les Français, eux, portaient des tenues un peu héritière de la grande tradition des tenues qu'on portait sous le Premier Empire, sous le Second Empire, donc des tenues voyantes, avec parfois des coiffes assez imposantes qui permettaient de se grandir. Alors des tenues, je dis pas du tout adaptées, parce que les soldats français portaient un pantalon rouge et un képi rouge, donc autant dire que sur un champ de bataille, c'était comme s'ils avaient un petit drapeau qui le secouait, qui disait tirez-moi dessus, tirez-moi dessus. Ils faisaient des cibles magnifiques, et les troupes françaises dans les premières semaines de la guerre ont connu des pertes incommensurables. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est au sein de la guerre de mouvement, hein, donc les 3-4 premiers mois de la guerre, que le 22 août 1914 va être la journée la plus sanglante de toute l'histoire de la France, toute période confondue, hein, Seconde Guerre mondiale, tout ce que vous voulez, puisque ce jour-là, en une journée, le 22 août, la France a eu 27 000 soldats tués. Donc 27 000 soldats tués, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'ensemble en gros des morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie en France, eh bien en une journée. Donc ça, c'était pendant la guerre de mouvement, donc des batailles extrêmement rapides où l'objectif était donc d'avancer, de gagner du territoire le plus rapidement possible. Au bout d'un moment, comme je vous ai dit, les troupes vont ben, s'enfoncer, hein, creuser des tranchées dans la terre pour se protéger notamment des projectiles, des tirs, des balles, des obus. Ce sera le début de la guerre de position, de tranchées sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Alors cette guerre de mouvement, eh bien, elle est marquée notamment par deux grandes batailles, hein, si je dois l'illustrer. Une bataille à l'ouest qui est la bataille de la Marne et une bataille à l'est qui est la bataille de Tannenberg. Alors cette bataille de Tannenberg, elle oppose donc plusieurs armées russes, hein, la première et deuxième armée russe, le 30 août 1914 à l'armée de l'Empire d'Allemagne à Tannenberg. Donc Tannenberg, c'est un lieu qui est pas très loin de la mer Baltique et notamment des cités portuaires de Danzig et Königsberg, donc qui sont des grosses forteresses allemandes et qui commandent en quelque sorte ces forteresses allemandes assurent à l'Allemagne sa domination en quelque sorte de la mer Baltique et donc ce sont des ports aussi très importants pour le ravitaillement de l'Allemagne. Et donc on voit que les armées allemandes ont utilisé notamment les moyens de transport, hein, donc notamment le chemin de fer. Donc là,
c'est une guerre où le chemin de fer va être utilisé massivement pour transporter les troupes, donc une guerre moderne. Et donc les troupes russes avancent au sein du territoire allemand. Donc le territoire allemand est envahi dans un premier temps. Donc les troupes russes vont avancer. Donc ça va être l'offensive russe qui démarre le 17 août et qui dure 8 jours. Donc pendant du 17 au 25 août, les troupes allemandes se font enfoncer. Les troupes russes rentrent dans le territoire allemand. Et dans un deuxième temps, vous avez la contre-offensive allemande du 26 août au 15 septembre, marquée par donc les victoires de Tannenberg du 30 août, suivie de la victoire des lacs de Masuri le 14 septembre. Et suite à ces deux victoires, eh bien, les Allemands vont repousser les Russes et vont s'installer eux aussi dans une guerre de tranchées face aux armées russes à l'est. Les Russes, après une courte retraite, vont s'enfoncer dans des positions pour se protéger. Pareil, des projectiles, des tirs, des balles, des obus allemands. Alors, vous avez ici une carte postale qui illustre le héros de la victoire de Tannenberg, ce héros qui s'appelle le général Hindenburg, et on vous le montre ici dans un colosse qui terrasse le général russe dans une sorte de prise de judo ou de lutte et qui s'apprête on a l'impression qu'il va le projeter, vous voyez, par-dessus la frontière, qu'on pourrait deviner ici avec les bornes. Alors ce général Hindenburg, vous le retrouverez en 1933, parce que c'est ce général qui était le président de l'Allemagne et qui va nommer comme chancelier un dénommé Adolf Hitler. Donc vous voyez comme quoi on peut parfois être un héros et commettre de graves erreurs. Alors dans le cours que je vous ai distribué, vous avez un petit résumé de la bataille de Tannenberg. On aurait pu faire un petit travail de recherche dessus, mais là j'ai voulu un peu accélérer. Donc cette bataille de Tannenberg, donc vous retrouvez les dates, à peu près le summum de la bataille c'est du 26 au 30 août. Donc si on remet dans le contexte, la France a d'abord lancé l'invasion, a d'abord été envahie à l'occasion du plan Schlieffen. Donc les Allemands ont attaqué d'abord la France le 3 août. Et donc du coup, pendant que les Allemands sont en train d'attaquer à l'ouest, eh bien les Russes en profitent pour attaquer à l'est. Ce qui fait que l'Allemagne, du coup, doit se battre sur deux fronts. Les Russes sont en supériorité numérique grâce aux deux armées qu'on a vues sur la carte, première et deuxième armée, et elles sont commandées, ces deux armées, par deux généraux qui, le problème, communiquent mal et se détestent. C'est Samsonov et Rennenkampf. Donc, dans un premier temps, on l'avait vu à l'aide de la carte, l'invasion est un succès, puis dans un deuxième temps, il y aura une contre-offensive allemande. Alors, les forces allemandes sont commandées donc par le général Hindenburg, qui deviendra après la guerre maréchal, et par également le général Ludendorff, qui également connaîtra une grande renommée, une grande postérité. Donc, eux, ils choisissent une stratégie risquée, c'est concentrer leurs forces contre l'armée de Samsonov, en utilisant ce que je vous ai dit tout à l'heure, le train, donc un nouveau moyen de locomotion, et en laissant seulement une cavalerie en face de l'autre. Donc en gros, ils dégarnissent un front pour renforcer un autre front. L'objectif étant évidemment, avec là où ils ont concentré le plus de troupes, d'écraser les troupes de Samsonov pour ensuite se retourner vers Rennenkampf. Donc ce plan est rendu possible par l'interception notamment d'un message. Vous savez, c'est toutes ces petites histoires qui font le sel d'un conflit. Donc les troupes allemandes ont intercepté un message non codé qui indique que Rennenkampf n'était pas pressé d'attaquer. Donc ils veulent profiter en quelque sorte de l'inertie de Rennenkampf pour écraser Samsonov et ensuite concentrer leurs troupes sur Rennenkampf. Donc pendant 3 jours, les Allemands vont encercler et détruire littéralement l'armée de Samsonov et qui au constat de son échec, en est amené à l'extrémité de se suicider selon un code d'honneur qui est propre à beaucoup de militaires. Et les Allemands en profitent pour tuer de très nombreux Russes, faire également de nombreux prisonniers et récupérer également un important matériel militaire qui sera fort utile. Dans un deuxième temps, eh bien, les troupes allemandes vont, ce que je vous disais, retourner et concentrer leurs troupes contre les troupes de Rennenkampf. Et en fait, ils vont réussir donc à chasser les troupes russes d'Allemagne. Et donc, tour à tour, alors qu'ils étaient inférieurs en nombre, eh bien, en concentrant leurs troupes et en profitant en quelque sorte de la relative inertie de l'un des deux généraux russes, eh bien, ils ont réussi à éliminer la première puis la deuxième armée russe et à chasser les Russes de l'Allemagne. Donc finalement, c'est une défaite totale pour la Russie à ce moment-là, humiliante.
Euh, mais on va dire que cette attaque russe a peut-être permis un répit aux Français qui ont pu en quelque sorte se reprendre, alors qu'il faut être honnête, hein, la France, depuis qu'elle avait déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 août, était plutôt mal embarquée, hein. Les troupes allemandes, on va le voir, étaient arrivées à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Et les troupes françaises vont pouvoir contre-attaquer sur la Marne, ce que l'on verra tout à l'heure avec la bataille de la Marne. Mais en tout cas, ce qui est à noter, c'est que cette bataille de Tannenberg, suivie de celle des lacs de Mazuri, a permis de sauver le territoire de l'Est de l'Allemagne et va le sauver pendant toute la durée du conflit et lui permettra surtout de pouvoir, une fois que les Allemands vont s'enterrer, renforcer leur défense, leurs tranchées, eh bien, ils vont pouvoir concentrer surtout leurs forces sur le front de l'Ouest, d'où ils vont tenter un certain nombre de fois de percer, c'est-à-dire d'arriver à franchir les défenses franco-britanniques pour relancer en fait la guerre de mouvement. Et Hindenburg et Ludendorff vont être célébrés vraiment comme des héros nationaux, et ce qui d'ailleurs permettra à Hindenburg d'être ensuite élu chancelier du Reich, président chancelier du Reich, dans les années 30. Alors la bataille de la Marne, la bataille de la Marne, vous l'avez ici, hein, donc elle est localisée ici. La Marne, c'est juste au nord-est de Paris. Donc, la bataille de la Marne, elle a lieu du 6 au 12 septembre 1914, donc c'est au moment toujours de la guerre de mouvement. Les troupes allemandes sont en train d'enfoncer les défenses françaises, elles sont passées par la Belgique, elles ont fait un mouvement de contournement, et les troupes françaises, eh bien, sont en train de considérablement reculer. C'est la retraite en quelque sorte, et le gouvernement a même quitté Paris, s'est réfugié à Bordeaux. Donc pour vous dire, tout va bien. Donc les généraux français décident finalement de tenter de percer les lignes allemandes et ils vont tenter une massive contre-offensive pour concentrer un grand nombre de troupes qui vont transporter notamment, comme les Allemands l'avaient fait lors de la bataille de Tannenberg, en train, mais aussi avec des taxis. Alors on parle souvent de la fameuse histoire des taxis de la Marne, hein, cette idée qui a été glorifiée, que tous les taxis de Paris ont été réquisitionnés par le général Gamelin pour renforcer la défense de Paris. Bon, en fait, elles ont amené à peine 4000 soldats, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux centaines de milliers d'hommes qui étaient mobilisés, mais du moins l'effort était souligné pour montrer que même les taxis parisiens étaient mobilisés pour transporter les troupes. Quelques divisions britanniques vont également participer à cette bataille et l'avancée allemande va être arrêtée et même les troupes allemandes vont être repoussées au nord-est du département sur une ligne qui va aller grosso modo de la Suisse jusqu'à Ypres en Belgique, hein, c'est-à-dire jusqu'à la mer du Nord. Euh, et donc c'est finalement un tournant majeur de la guerre, puisque les Allemands qui étaient à quelques dizaines de kilomètres de Paris, qui commençaient même à bombarder Paris avec des canons très importants et très modernes, comme un qui s'appelait la Grosse Bertha, surnommé par les Parisiens ainsi, hein, qui était le canon le plus énorme qui avait été inventé jusqu'à présent et qui tirait des obus jusqu'à Paris. Eh bien, ces Allemands n'atteindront jamais Paris et finalement, donc la ligne de front va se fixer hein, en décembre 1914 à peu près, novembre-décembre, après ce qu'on va appeler la course à la mer, c'est-à-dire que les Franco-Britanniques et les Allemands vont à chaque fois tenter de contourner leur adversaire, c'est-à-dire d'essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir contourner leur adversaire, comme ceci. Et les Allemands vont tenter de contourner les Franco-Britanniques jusqu'au moment où les deux armées vont se retrouver arrêtées par la mer et elles ne pourront plus se contourner. Donc elles vont se fixer toutes les deux dans deux lignes de front qui vont se faire face et qui vont perdurer pendant 3 années. Donc aucune armée n'arrivera à encercler l'autre par le nord. Et on assistera donc à la fin de la guerre de mouvement et au début de ce qu'on va appeler la guerre de position ou guerre de tranchées. Et donc, je vous dis, le front ne bougera pratiquement plus pendant 3 ans et sera le cadre de ce qu'on va appeler la guerre de position, cette guerre de position extrêmement moderne, extrêmement mortifère, mais moins mortifère, attention à retenir, que la guerre de mouvement. Il y a eu beaucoup plus de soldats qui, proportionnellement, sont morts pendant la guerre de mouvement que pendant la guerre de position. Parce que, évidemment, si vous étiez dans une tranchée, c'était le moyen de vous mettre à l'abri des tirs de projectiles et d'obus. Alors que quand vous étiez dans la guerre de mouvement, entre guillemets, vous n'avez rien pour vous défendre, c'est vous courez et vous essayez de tuer l'ennemi avant qu'il vous tue. Voilà.